Merci. Donc en effet, je suis chez Veolia, j'ai rejoint le stage de Veolia il y a 6 mois et j'ai fait 3 ans et demi avant chez Birds. Et donc je vais vous parler de ces expériences-là. Veolia, donc comment est-ce qu'on a télé-relevé les compteurs d'eau connectés chez Veolia? Tout d'abord, Veolia, quelle est cette société? Je pense que tout le monde connaît, grosse société du CAC 40, 25 milliards de chiffres d'affaires, 170 000 personnes dans le monde sur plus de 50 pays. Et aussi la première société du CAC 40 à s'être dotée d'une raison d'être. Notre raison est de ressourcer le monde. Grand projet, mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait dans la lignée de nos métiers. On a 3 métiers qui sont la gestion de l'eau, la distribution et l'assainissement de l'eau. Il y a la collecte et le recyclage et valorisation des déchets. Et aussi une branche moins connue, assez nouvelle, qui est de faire de l'énergie, de l'efficacité énergétique de bâtiments pour les collectivités et les professionnels. Dans cette grande société qui est Veolia, il y a plusieurs entités, dont une, Birds, qui est une société spécialisée dans l'IoT de bout en bout. Quand je dis IoT de bout en bout, c'est qu'en fait, tout va être traité par Birds au niveau de l'IoT. Ça va aller du design des IoT, donc ça va être le design du plastique, de l'électronique, de l'informatique embarquée dans les IoT, mais aussi tous les outils qu'il faut pour déployer et configurer tous ces IoT sur le terrain. Il va y avoir aussi toute la partie informatique pour collecter les datas, les traiter, les valoriser et proposer des services à valeur ajoutée aux clients autour de cette data via des sites web ou des exports de fichiers. Et tout ceci peut fonctionner grâce à des réseaux low power. Donc historiquement, c'est des réseaux low power. Le protocole était un protocole propriétaire qui s'appelle HomeRider, parce que la société existe depuis 2000 et avant la société s'appelait HomeRider. Mais depuis 4-5 ans maintenant, des nouveaux protocoles publics sont apparus comme LoRaWAN et Sigfox. Et les dernières générations de modules développés par Birds sont compatibles avec HomeRider historique et LoRaWAN et Sigfox. Birds s'inscrit dans une société, une grosse société qui est Veolia, et Veolia a une stratégie pour aller sur le cloud qui a été prise il y a 7 ans maintenant, c'était en 2013. La stratégie est assez simple. Le métier de Veolia, vous avez vu, c'est de l'eau, des déchets, de l'énergie, il n'y a pas d'informatique. Donc le but est vraiment d'avoir une stratégie centrée no-ops. Voilà, le métier de Veolia, ce n'est pas l'informatique, on ne veut pas gérer d'informatique, on ne veut pas gérer des serveurs, donc on veut faire de l'informatique sans serveur. Donc le but est vraiment de faire du serverless, et donc c'est vraiment la stratégie de Veolia pour faire ça. En plus de ça, on peut mutualiser les services et le traitement sur les serveurs qui sont partagés entre différents clients du cloud provider, et donc aussi pour économiser des ressources tout à fait d'entre-lignées, de ressourcer le monde. C'est absolument en phase avec cette stratégie-là. Comme on n'a plus de serveurs, l'objectif de Veolia est d'être data centerless en 2020. Donc on est en 2020, le siège social, lui, est data centerless. Quelques filiales, comme il y a des centaines de filiales dans le monde, certaines sont un peu plus à la traîne, mais ça va arriver petit à petit. Comme on utilise des solutions qui sont gérées par les cloud providers, notamment les serveurs et le réseau, nos solutions sont secure by design. C'est toujours mieux de se fier à des professionnels pour tout ce qui est sécurité et configuration plutôt que le faire par nous-mêmes, surtout qu'on n'est pas une société informatique. Donc on choisit les technologies cloud pour ça. Et bien sûr, comme il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, 2 cloud providers ont été choisis, AWS et Google Cloud Platform. AWS surtout pour la partie IaaS, puisque la stratégie cloud a démarré il y a 7 ans. Si vous regardez Google, il y a 7 ans, il y avait Cap Engine, donc pas de compute, impossible de faire du lift and shift sur GCP. Donc le IaaS et la migration s'est faite sur Amazon et les nouveaux développements sur GCP. Donc on parle beaucoup de serverless, mais qu'est-ce que c'est que le serverless? Le serverless, on a 2 façons de le voir. On peut avoir un modèle opérationnel, le modèle que l'on connaît bien, donc on n'a pas de serveur à gérer, on n'a pas de réseau à gérer. Tout est fait par le cloud provider, le patching, la redondance, la dispo, donc mais tout ça c'est très simple pour nous et c'est facile. Il y a un dernier aspect qui moi me tient à cœur, c'est le paiement à l'usage. Le serverless commence à être un petit peu à la mode
et on utilise un peu serverless pour n'importe quoi, et c'est que le côté paiement à l'usage, moi, me tient à cœur, parce que souvent on a des services qui sont managés, donc en effet on n'a pas à gérer de serveurs, mais par contre on paye que l'on utilise le service ou pas. C'est même le cas sur GCP, typiquement les bases de données SQL, sur Cloud SQL, on va les démarrer, il y a un serveur que l'on ne gère pas, mais malgré tout, il est toujours démarré, on le paye 100% du temps. C'est-à-dire que le paiement à l'usage, c'est j'ai une requête qui arrive, mais je le traite, et quand il n'y a plus de traitement à faire, je ne paye rien. Ça, c'est pour le modèle opérationnel. Si on regarde plutôt du point de vue développeur, on a un autre aspect pour le serverless qui est de se baser sur des services. Le développeur veut développer pour son client, pour une valeur ajoutée. Il va faire des services ou des microservices qui vont réagir à des événements du cloud ou des événements externes, comme des requêtes HTTP. Et le développeur se moque totalement de la plateforme où va tourner son application. Donc il veut que ce soit portable, que ce soit on-premise, sur GCP ou un autre cloud provider. Aujourd'hui, quand on regarde qu'est-ce qui est possible de faire en termes de serverless sur GCP, il y a deux technologies phares qui existent depuis quelques années. Il y a les fonctions, c'est le mode le plus simple, ça ressemble à des lambdas sur AWS si vous connaissez aussi. Vous amenez un petit bout de code, typiquement c'est une fonction, vous le déployez sur la plateforme et tout le packaging et le déploiement se fait de manière automatique. Ça scale à zéro, donc si vous êtes en dev ou en test, vous ne payez rien parce que vous n'avez pas de trafic ou peu de trafic, et si vous êtes en prod, ça scale en fonction de votre activité. Ça c'est bien, mais c'est une fonction, c'est assez petit. Si vous voulez faire un peu plus comme un site web ou des microservices, sur GCP vous avez App Engine. App Engine c'est plutôt orienté pour des microservices, donc vous n'avez pas votre fonction mais plutôt un serveur web que vous déployez. Vous pouvez en déployer plusieurs dans différents langages, et tout marche ensemble. De la même manière, ça scale à zéro, c'est la version standard de App Engine, et ça scale en fonction de votre trafic si vous avez du succès. Donc ces deux plateformes existent, elles sont très bien, mais elles ont quand même des problèmes qu'on retrouve un peu chez tous les cloud providers, qui sont typiquement, si vous avez un langage particulier que vous voulez utiliser, bon, par exemple du C# ou du C++, aujourd'hui sur les Cloud Functions, vous avez du Go, du Node et du Python. Le Java devrait arriver en 2020. Si vous prenez de l'App Engine, vous avez aussi Go, Node, Python, Java, PHP et Ruby, mais c'est tout. Vous voulez faire autre chose? Impossible. Donc comment vous faites avec ces technologies serverless? De la même manière, quand vous faites une application App Engine ou une fonction, essayez de le migrer dans un autre cloud provider, c'est assez compliqué. La portabilité n'est pas top. Et enfin, si vous voulez intégrer un binaire externe, typiquement quand vous packagez App Engine ou une fonction, c'est votre code qui est packagé et qui est déployé, mais si c'est un binaire externe, c'est très difficile, même impossible. Pour répondre à ces trois problématiques-là, il y a quelque chose qui répond très bien à ça, c'est le conteneur. Donc le conteneur aujourd'hui c'est très à la mode, tout le monde en fait, tout le monde aime ça, et en quelques mots, un conteneur en fait c'est une enveloppe. Vous voyez, c'est une enveloppe, on met ce qu'on veut à l'intérieur et ça isole fortement du monde extérieur. Ainsi, si on a différentes versions de Python sur la même machine, il ne risque pas d'y avoir des conflits parce que le conteneur va isoler chacune des exécutions. Et à l'intérieur, on y met un petit peu ce qu'on veut, le langage que l'on souhaite, ou les langages, il n'y a pas de limitation là-dessus, des librairies, des binaires, et vous avez tout un écosystème d'images de base qui peuvent exister, qui soient from scratch ou avec des outils ou des exécutables dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un standard de l'industrie qui est ouvert. On parle beaucoup de Docker Container parce que Docker a créé des outils qui sont très bien, très faciles pour packager facilement un conteneur. Mais ce n'est pas le seul qui peut faire ça. Aujourd'hui, il existe des librairies, notamment en Java, avec Gib, ou en Go, qui s'appelle Co, pour packager un conteneur sans avoir besoin de Docker. Donc aujourd'hui, c'est un standard qui est utilisable un peu partout par n'importe qui. Malheureusement, pour le conteneur, on l'oppose souvent au serverless, puisqu'en fait, le conteneur, il faut le packager, ensuite, il faut le déployer sur une VM, sur une machine, avec Docker installé ou un autre système qui permet d'exécuter des conteneurs. Et donc, en fait, on va gagner en flexibilité, mais on va perdre en réactivité et en vélocité, tandis que le serverless, c'est très simple, on a le code, c'est packagé et ça se déploie très facilement.
C'est pour ça qu'en fait, en avril dernier, donc en avril 2019, Google a introduit Cloud Run. Cloud Run permet, en tout cas la promesse de Cloud Run, c'est de pouvoir déployer en quelques secondes des conteneurs en production, d'être nativement serverless et de pouvoir le faire n'importe où on le souhaite. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir déployer des conteneurs en quelques secondes? Il faut déjà que le conteneur respecte deux contrats. Alors, il n'y a que deux conditions à respecter pour ce conteneur. Le premier, c'est que le conteneur réponde à des requêtes HTTP. Donc typiquement, un serveur web, on répond à des requêtes HTTP. Il faut que le conteneur soit stateless. Stateless, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir monter un volume dans le conteneur. On va pouvoir s'interfacer avec des outils, des API de storage, des bases de données, documents ou relationnels qui sont externes, mais dans le conteneur, il n'est pas possible de monter un volume et d'avoir un stockage dans le conteneur. Une fois que l'on a respecté ce contrat, il faut construire notre conteneur. Donc, j'ai parlé typiquement avec Docker, qui permet de faire ça très facilement avec les outils mis à disposition, mais aussi avec par exemple CloudBuild, qui est la CI/CD sur GCP, mais aussi votre outil de CI/CD préféré comme GitHub ou GitLab. Il y a aussi bien sûr les outils dont j'ai parlé juste avant, Jib ou Co, qui vous permettent de faire des conteneurs de cette façon. Ensuite, une fois qu'on a le conteneur, il va falloir le déployer. Donc le conteneur va être stocké dans une registry, par exemple le Google Container Registry sur GCP, et il va être déployé sur Cloud Run. En quelques secondes, vous allez avoir le conteneur qui est déployé en production avec une URL en HTTPS, un certificat SSL, et vous pouvez l'utiliser automatiquement. Donc juste pour ça, une démo. Donc je vais switcher sur la console GCP qui est ici. Hop, aller sur petit menu, ça veut bien répondre. Hop, alors on va aller sur Cloud Run. Donc le but est de déployer un nouveau service ici. Pour la démo, je vais simplement prendre un conteneur d'exemple qui existe, donc ça va être un Hello World très simple qui est même fourni par Google. On va le déployer, donc ici on va peut-être le déployer en Europe, ce sera juste plus proche de chez nous. On peut donner le nom du service, on va autoriser un accès par n'importe qui depuis l'extérieur et on le crée. Donc la création, ça permet en fait de faire télécharger le conteneur sur la plateforme, de le charger, de créer l'URL, le certificat et de proposer un routage vers ce conteneur. Donc la révision est créée et là, quelques secondes, sauf si ça me fait mentir, ça devrait arriver. Ouais, les secondes sont des fois un petit peu plus longues en fonction des endroits et des moments. Ok. Donc là, c'est déployé. Là, on est en train de faire le routage et donc on a l'application qui tourne ici. Donc c'est très simple, on a notre version qui s'appelle ici BAB et on peut voir qu'on a exactement le même nom de révision qui est déployé ici. Quelques secondes qui m'ont suffi pour déployer ce conteneur rapidement. Cloud Run est serverless. Serverless, ça veut dire que vous focalisez vraiment sur le développement que vous souhaitez faire, la valeur ajoutée pour votre client, pour votre service et tout ce qui va être gestion des certificats, gestion de la redondance, gestion de la haute dispo. Tout ça, c'est géré par la plateforme. Ça scale de manière automatique, de 0 à n. Aujourd'hui, le n par défaut, c'est 1000 instances en parallèle. Et vous payez à l'usage. Payer à l'usage, c'est que vous allez payer exactement la quantité de mémoire et de CPU qui est consommée par chaque instance. Donc en fait, à 100 millisecondes près. Mais en plus, que lorsque vous prenez des systèmes, par exemple, comme Cloud Function, si vous avez trois requêtes qui arrivent en même temps, Cloud Function va créer 3 instances et chaque requête va être traitée sur chacune des instances. Et comme vous payez le temps d'instance qui est traité, vous allez payer 3 fois le temps de traitement pour chacune de ces requêtes. Avec Cloud Run ou même avec App Engine, vous avez la possibilité de gérer plusieurs requêtes concurrentes sur la même instance. Donc si on reprend ce même exemple, les 3 requêtes qui arrivent sont traitées par la même instance et donc à ce moment-là vous payez une seule fois le temps d'exécution de l'instance parce qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne en parallèle.
Alors juste, la contrepartie de ça, ça veut dire que s'il vous faut une certaine quantité de mémoire pour traiter une requête avec CloudRun, avec Cloud Function, hop, d'écran. C'est bon, on n'est pas bon? Hop, hop. Oh, on n'a plus d'écran. Je vais essayer avec l'autre. Voir si ça marche mieux. C'est qui arrive. Le régisseur. Tu as changé de. Ouais, j'ai changé, j'ai vu qu'il y avait un autre. Je suis pas sûr que. Parce que c'est le régisseur qui va faire. Ok. Il arrive. Donc, vaut mieux laisser l'autre, je pense. Ça marche. Ok, ça reprend. Ok, nickel. Donc voilà, avec App Engine ou avec CloudRun, on peut traiter donc 3 requêtes en parallèle, mais forcément, si vous avez besoin de plus de mémoire, enfin d'une certaine quantité de mémoire pour chaque requête, forcément, si vous en traitez plusieurs en parallèle, il va falloir grossir le besoin en mémoire de votre instance. Mais dans tous les cas, si vous avez jusqu'à 80 requêtes en parallèle, vous pouvez avoir une seule instance qui est déployée et donc faire des économies par rapport au Cloud Function. Dernier point, et c'est le point qui a le plus plu Birds, et c'est pour ça que Birds a décidé de partir sur cette solution-là, c'est qu'on peut, en tout cas avec CloudRun, est compatible avec les API Knative. Knative est un produit open source qui a initialement été développé par Google et aujourd'hui dans le monde open source, qui se déploie au-dessus de Kubernetes. Donc Kubernetes est aussi un produit open source créé par Google initialement et aujourd'hui en open source. Kubernetes en fait permet de gérer un cluster de machines et de déployer des conteneurs sur ces machines. Donc les machines s'appellent des nodes dans le langage Kubernetes et les conteneurs, on peut mettre un ou plusieurs dans ce qu'on appelle dans des pods. Et donc Kubernetes va gérer donc toutes ces machines et tous ces conteneurs qui se déploient sur la machine. Et si une machine tombe à un moment, Kubernetes va être en charge de prendre tous les conteneurs qui marchaient sur la machine qui est tombée et les redistribuer sur les autres machines actives. Et s'il n'y a pas assez de ressources, de créer des nouvelles machines, etc. etc. La problématique de Kubernetes aujourd'hui, c'est que la création de pods se fait en fonction de la charge CPU et pas du tout en fonction du nombre de requêtes. Donc Knative a été créé pour ça, c'est qu'en fait la scalabilité des pods va se faire en fonction du trafic réseau qui se passe. Et donc en fait, s'il n'y a pas de trafic mais réseau, l'agent qui surveille le trafic va éteindre tous les pods. Et lorsqu'il y a une requête qui va arriver, on va démarrer un pod. Et s'il y a plein de requêtes qui arrivent, ça va démarrer plein de pods sur le système. Et ça permet donc une meilleure élasticité et d'avoir un système serverless sur un cluster Kubernetes. Donc, comme CloudRun implémente les API de Knative, on a vraiment un conteneur et un système qui est compatible. Donc les conteneurs sont compatibles avec CloudRun, mais aussi avec Knative. Et forcément, Knative s'installe au-dessus de n'importe quel cluster Kubernetes et même au-dessus du cluster Kubernetes géré par Google qui s'appelle GKE. Et vous pouvez donc faire aussi du CloudRun sur GKE. Faire une petite démo de cette partie-là. Donc si on reprend CloudRun ici, on va revenir créer un service. On va créer exactement le même service, mais cette fois-ci sur un cluster Kubernetes. Donc on va remettre la même image. Voilà, on va sélectionner un cluster que j'ai démarré juste avant. Cette fois-ci, je n'ai pas fait attention quand je l'ai créé aux USA. Voilà, hop. On le déploie sur le namespace que l'on souhaite, accès externe, et on crée. Donc en fait, on a exactement la même interface, exactement la même expérience, et cette fois-ci, on va créer, voilà quelques millisecondes, c'était suffisant, cette instance, avec cette URL qui est créée. Malheureusement, cette URL est difficilement accessible depuis l'extérieur, et donc CloudRun propose de customiser les URL. Donc j'ai déjà fait ça en amont de la démonstration. Donc en fait, ça permet de faire un mapping entre les URL autogénérées pour la version managée ou les URL du serveur Kubernetes avec des custom domains qu'on peut configurer. Donc ici, je l'ai déjà fait. Donc on a le conteneur Hello qui est sur mon cluster AWS central
qui est ici. Il suffit juste que je clique dessus et donc voilà, donc on retrouve notre même image avec ici la révision DUS. Et si on revient dans notre cluster, on avait exactement cette version-là précédemment. Hop, ici, je vais y arriver. On va y arriver dans les révisions. Donc la révision qui est déployée était bien la révision DUS, s'il veut bien s'afficher. Un data center, elle n'a pas encore migré dans le cloud, une base de données Oracle qui est encore dans le cloud. Voilà. Qui n'est pas dans le cloud, et donc en fait... Donc tout ça pour vous dire quoi, c'est qu'en fait, avec Cloudrun, vous avez deux possibilités, soit d'utiliser la plateforme managée, soit d'utiliser la plateforme sur Kubernetes. Tout va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez optimiser les coûts, mais avec des contraintes de capacité de CPU et de mémoire qui sont limitées sur la plateforme managée, c'est plus intéressant de ce côté-là. Si vous voulez plus de customisation sur le CPU et la mémoire, et que vous avez aussi votre propre cluster Kubernetes, vous pouvez l'utiliser. À savoir que le cluster Kubernetes, vous allez le payer à 100%, tandis que la version managée, vous payerez uniquement quand vos conteneurs seront démarrés. Mis à part ça, toutes les parties transverses, donc la partie autoscaling, la console, la command line, il va y avoir aussi toute la partie customisation des URL et la compatibilité avec Knative. Tout ça, c'est pris en charge par Cloudrun, quelle que soit la plateforme où c'est déployé. Bon, revenons à Birds. Et pourquoi est-ce que ça intéressé Birds, cette technologie? Tout d'abord, Birds, vous les connaissez peut-être, si vous habitez à Paris, à Lyon, à Marseille, un petit peu à Perpignan aussi, vous aurez votre compteur d'eau, ça se trouve, vous voyez ça, donc il y a un module qui est branché sur un compteur d'eau. Donc ces modules, c'est des modules faits par Birds. C'est pour ça que la société, initialement, qui s'appelait HomeRider, a été rachetée en 2009 par Veolia. Et depuis 10 ans, Veolia déploie tous ces contrats qu'il gagne en France avec ces contrats d'eau avec cette technologie. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui près de 3 millions de modules connectés sur le terrain. Les modules sont designés pour durer environ 15 ans sur batterie au lithium. Batterie au lithium, parce qu'on ne peut pas arriver une prise électrique dans un compteur d'eau. Vous pouvez toujours essayer, mais c'est pas recommandable. 15 ans aujourd'hui, les compteurs les plus vieux qui sont sur le terrain ont 17 ans. Donc voilà, on le design pour 15 ans, mais ça dure même un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour équiper une ville, typiquement une ville comme la ville de Lyon, ça fait 400 000 points. Et bien en fait, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut avoir des plombiers qui sont équipés, formés pour aller déployer et configurer tous ces modules sur les compteurs d'eau. Des fois, c'est assez simple parce que les compteurs d'eau sont dans la rue ou dans les parties communes des immeubles, donc ça pose pas de problème. Des fois, c'est dans des propriétés privées ou dans les appartements, donc il faut aller prendre rendez-vous avec les personnes, il faut aller chez les personnes, il y a des personnes qui ne veulent pas, des personnes qui oublient les rendez-vous. Bref, ça prend du temps, ça prend de l'argent et une ville comme Lyon, ça prend des mois, voire des années. Je crois que ça a pris 2 ans et demi pour déployer tous les compteurs d'eau de Lyon. Et donc, quand des villes signent avec Veolia, ils disent « Ok, on vous signe pour un contrat de 5 à 8 ans. » C'est un contrat de délégation de service public aujourd'hui. Pour 5 à 8 ans, mais par contre, au bout de cette période-là, si on ne signe plus avec vous, par exemple si on signe avec Suez ou avec l'Assor, on veut pouvoir continuer à utiliser vos modules et vos données, même si c'est plus Veolia ou Birds dans le contrat. On ne veut plus rien avoir à payer avec Veolia. Donc c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Et pour répondre à cette contrainte-là, surtout cette grosse contrainte-là, on a designé cette solution. La solution est de récupérer les messages qui sont envoyés par les fournisseurs de réseau LoRaWAN, Sigfox ou NB-IoT, d'avoir un module d'acquisition, d'avoir ensuite un module de processing, en fait, pour décoder, valoriser et extraire la valeur métier de chacun des messages. C'est cette partie-là qu'on va aussi proposer en réversibilité à nos clients, en leur disant vous vous débrouillez pour récupérer les messages que vous souhaitez via des opérateurs LoRaWAN ou autres, mais dès que vous avez le message du module, vous le passez dans cette moulinette et en sortie, vous avez la donnée avec toute la valeur métier qui en sort. Nous, on vous recommande de le stocker dans un data lake, en tout cas nous c'est ce qu'on fait. Une fois que les données sont dans le data lake, à vous de les mettre en forme et de les préparer comme vous souhaitez pour les servir aux clients. Donc, tant que c'est chez nous, c'est nous qui faisons ça. Et puis, une fois qu'on donnera les clés aux clients, ce sera aux clients de mettre en place toute cette chaîne.
Côté Birds, ce que l'on a fait, c'est que pour la partie acquisition, on a mis en place un Cloud Run sur la plateforme totalement managée de Google. Cloud Run parce qu'en fait, les opérateurs nous communiquent les messages par webhook. Un webhook, qu'est-ce que c'est? On va chez l'opérateur, on provisionne une URL, HTTP, et dès qu'un message arrive chez l'opérateur, il envoie un message, il poste un message en fait, HTTP sur l'URL qu'on lui a donné. Donc c'est très pratique, ça permet de découpler facilement les interactions. Et donc, voilà, donc on a mis un Cloud Run en face. En plus, Cloud Run répond aux requêtes HTTP, donc c'était parfait. Mais malheureusement, les opérateurs LoRaWAN, c'est des opérateurs avec beaucoup d'informatique. Et comme chaque système informatique, des fois, il y a des problèmes. Et environ une fois par trimestre, on a un opérateur qui tombe. En plus, il n'a pas d'astreinte le soir ou le week-end. Donc, typiquement, quand ça tombe le vendredi soir, il n'y a plus de message le samedi, le dimanche et lundi matin, quand l'opérateur revient à son bureau, il appuie sur un bouton et on prend tous les messages du week-end dans les dents. Ça fait assez mal. Pendant le week-end, on ne va pas avoir de machine qui tourne, donc c'est pour ça qu'on scale à 0 pendant tout le week-end. Et puis le lundi matin, quand ça arrive, on voit une plateforme très élastique qui permet d'absorber tout le flux. C'est d'autant plus important que certains opérateurs ne font pas de rejeu. C'est-à-dire que s'ils envoient le message, si on n'est pas en face, ou si on répond une erreur 400 ou une erreur 500 en HTTP, l'opérateur s'en moque. Il dit tu n'es pas là, tu n'as pas reçu le message, tant pis pour toi, tu n'as pas la donnée. Donc aujourd'hui, on a des modules qui sont low power, qui pour communiquer pendant 15 ans envoient que 2 messages par jour. Donc si on rate un message, ça peut être assez dramatique. Donc pour éviter ça, c'est pour ça qu'on veut une plateforme très scalable qui est redondée. On n'a pas à se soucier de ça. C'est pour ça que la partie managée a été choisie. Le petit logo juste à côté de Cloud Run, c'est PubSub. Donc PubSub, c'est un produit aussi de GCP qui est un bus de message. Le but de ce bus de message a pour but en fait de jouer l'effet de tampon. Ça veut dire que les messages sont vraiment absorbés par Cloud Run et poussés immédiatement dans PubSub. Et ensuite, PubSub a un mécanisme de rejeu qui permet de pousser des messages HTTP vers la partie processing. Voilà, par contre, si la partie processing a une erreur, ça l'enverra à PubSub et PubSub va représenter le message un peu plus tard. La partie processing ici, on va faire la déduplication du décodage et de la valorisation des données. Alors pour faire ça, on a besoin de 2 choses. La première, c'est que pour dédupliquer, on va utiliser des bases de données stateful comme Redis, clé-valeur pour dédupliquer très vite les données. Et pour ça, ça s'héberge très bien dans un cluster GKE. Mais le choix du cluster GKE pour cette partie-là est aussi parce que Birds est une société avec un data center. Elle n'a pas encore migré dans le cloud. Il y a une base de données Oracle qui est encore dans le cloud. Qui n'est pas dans le cloud, et donc en fait il faut atteindre cette base Oracle de manière sécurisée, donc via VPN, et malheureusement Cloud Run Manager n'est pas accessible via VPN. Donc en fait on ne va pas accéder à notre base Oracle sur un réseau public, et donc c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas le faire avec Cloud Run Manager. Par contre avec Cloud Run sur GKE, on peut router le réseau sur le VPC, donc sur le réseau propre au projet GCP, et router ça via le VPN. Donc pour cette raison-là, la partie processing a été mise sur GKE, et les données valorisées sont stockées dans le Data Lake. Donc si vous connaissez un peu GCP, le Data Lake c'est BigQuery. Donc BigQuery qui est une base de données pour gérer des terabytes ou des pétabytes de données, pour faire de l'analytics, donc c'est magique. Par contre, c'est un gros défaut, c'est que lorsqu'on fait une requête sur BigQuery, il y a entre 1 et 2 secondes de temps de chauffe. Ce qui est assez frustrant quand on branche ça sur un site web. Vous cliquez sur un bouton, vous attendez 2 secondes avant que la page s'affiche avec les données, donc c'est insupportable. Donc pour éviter d'avoir ça, on a une phase de préparation des données. En fait, on va avoir encore un Cloud Run qui va faire du batch, mais cette fois-ci qui environ toutes les heures, va se réveiller, va récupérer les données de BigQuery et les mettre dans une base de données SQL, donc comme du MySQL, qui elle par contre va répondre en quelques millisecondes. Et pour un site web, c'est bien plus agréable de naviguer sur un site web qui répond en quelques millisecondes plutôt qu'en 1 à 2 secondes comme BigQuery.
Donc cette partie-là a été déployée donc, sur Cloud Run Managé parce qu'aujourd'hui sur les technologies LoRaWAN et Sigfox, il y a environ 50 000 compteurs qui sont déployés fin 2019, à savoir que fin 2020, il y en aura 200 000 de plus puisque la ville de Toulouse va être déployée avec cette technologie. Donc aujourd'hui, ça prend quelques secondes de faire l'extract et de le charger dans BigQuery, mais peut-être que dans quelques mois, ça va prendre quelques minutes, voire trop de temps ou trop de mémoire pour la partie totalement managée. Mais comme on a un cluster GKE à côté, et comme vous avez vu, c'est très simple de passer d'une solution à une autre. En fait, on se moque un petit peu de là où ça tourne aujourd'hui, sachant que demain, on peut le mettre sur un cluster GKE de la même manière. Juste pour finir, les deux icônes que vous voyez dans la case rouge, il y a l'icône App Engine donc, qui permet de servir le site web et devant il y a un proxy d'authentification qui s'appelle IAP qui permet d'authentifier de manière sécurisée les utilisateurs sans faire ça côté App Engine. Pour résumer le bénéfice de Cloud Run pour Birds, il y en a trois. Le premier, c'est qu'on s'est focalisé sur ce qu'on voulait faire, sur la business logique, on ne s'est pas soucié de l'infrastructure, de comment est-ce qu'on design le code pour qu'il soit robuste par rapport à l'infrastructure. On a vraiment fait le code métier que l'on souhaitait, donc on est allé très vite dans le développement que l'on voulait faire. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas eu de contraintes. En fait, il faut savoir que HomeRider est une société qui existe depuis 2000. Donc il y a 20 ans, si vous vous souvenez de la stack technique d'il y a 20 ans, c'était du PHP et du C++, et donc il reste beaucoup de PHP et de C++ dans la boîte, de moins en moins de PHP, mais malgré tout le C++ est très fréquent et très présent. Et donc imaginez, vous avez des compteurs qui ont 17 ans, donc vous avez développé en C++ une librairie de décodage de ces compteurs qui ont 17 ans. Il y en a quoi 5, 10, 15 sur le terrain qui sont encore actifs, malgré tout vous devez rendre le service au client. Vous n'avez pas envie de recoder cette librairie en C++ pour 5 à 10 modules, juste parce que vous voulez faire en Go, en Python ou autre. Donc avec Cloud Run, l'avantage, c'est qu'on a pu créer un conteneur avec ces vieilles librairies et les mettre dans le code mais facilement et ne pas s'embêter avec ça. L'autre chose, c'est que comme on a beaucoup de développeurs C++ ou C, faire du C# pour eux était plus logique et les technologies serverless n'étaient pas compatibles en C#. Là par contre avec Cloud Run on peut le faire. Donc en fait on ne frustre pas non plus les développeurs, on garde les compétences et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. La dernière chose, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vendu des projets en réversibilité dans votre vie. Moi je l'ai fait dans mon ancienne société et souvent quand on vend des projets en réversibilité, on dit qu'on fera la réversibilité, on dit qu'on verra au moment de la réversibilité, on serre un peu les fesses parce qu'en fait on ne sait pas ce que sera l'application dans 5 ou 10 ans. Des fois même on espère soit plus nous sur le projet lorsque la réversibilité va arriver. En fait on n'est pas serein sur ça. Et grâce à Cloud Run, aujourd'hui, on a beaucoup moins de craintes. Alors certes, si vous passez d'une base de données relationnelle comme BigQuery ou Cloud SQL et vous passez sur Amazon avec Redshift, forcément vous aurez un petit peu de rework à faire, mais le code, le cœur, la logique métier du code, elle ne va pas changer d'un cloud provider à l'autre. Et c'est ça en fait qui va permettre de facilement répondre à la réversibilité à nos clients. Et c'est-à-dire ce qui rassure beaucoup les commerciaux. Juste le mot de la fin, je voudrais laisser Astériane Giannini qui est le PM, donc le Product Manager de Cloud Run totalement managé, qui malgré son nom connaît la région, puisqu'il a fait ses études à Central Lyon et c'est un Frenchie bien de chez nous. Il disait ceci, ne marchez pas, mais courez vers les conteneurs serverless. Moi aujourd'hui j'ai été convaincu, j'espère vous avoir convaincu un petit peu, au moins vous avoir convaincu d'essayer. Voilà, ça peut vous enlever plein de contraintes et c'est vraiment super agréable à faire. Donc essayez-le et puis vous verrez. Merci beaucoup. Vous avez quelques liens ici si vous voulez pour me retrouver sur Twitter ou sur Medium. Sur Twitter, je vais poster des slides, donc si vous voulez les avoir, voilà, ils seront ici. Et sur Medium, j'ai mis quelques articles forcément en rapport avec Cloud Run, parce que je suis assez fan. D'ailleurs, il y a un article qui a été publié hier sur la portabilité entre GCP et AWS. Donc si vous voulez voir, vous pouvez voir comment ça marche de manière sereine et très efficace. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques minutes pour les questions, mais en tout cas, merci beaucoup.
c'est